Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Aujourd'hui avec Marwan Elfites, nous allons nous intéresser aux liens qui unissent les startups et le monde de l'open source. Sont-ils plus ou moins distendus en 2021? C'est ce qu'on verra dans la séquence Launchpad dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va regarder ce qui se passe du côté des innovations dans le gaming. Et oui, c'est ce loisir auquel on peut s'adonner complètement, même en cette période de restriction. Alors on parlera notamment de remote réalité, de nouvelles expériences, des technos, de nouvelles productions et de nouveaux business models. Et puis on restera dans la thématique du jeu, évidemment, avec Guillaume Monteux pour sa chronique. Mais là, on s'intéressera plus particulièrement au marché chinois et à la place qu'occupe le géant Tencent. Et puis nous conclurons par une innovation qui devrait nous faire progresser dans la prévention des accidents cardiaques. Mais d'abord, donc place au Launchpad. Alors le Launchpad, c'est cette séquence où l'on part dans les coursives de Station F, le plus grand campus de start-up d'Europe, grâce à Marwan Elfites, qui est responsable des programmes start-up. Bonjour Marwan. Bonjour. On va s'intéresser, je l'ai dit aujourd'hui, au rapport qu'entretiennent ces start-up avec le monde de l'open source. Ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense naturellement. Selon vous, est-ce qu'il est plutôt distendu, ce lien, ou au contraire étroit ? De plus en plus fort. Alors, effectivement, lorsqu'on pense à l'open source, on est souvent coincé dans ce débat qui date un peu des années 90, début des années 2000. Cette guerre fratricide entre le monde du logiciel libre, le monde du logiciel propriétaire, Microsoft contre Linux. Alors, on va voir, c'est un peu une vision maintenant dépassée qui commence à bien vieillir. Alors, l'open source, pour rappeler, alors l'open source, c'est déjà un peu partout, hein, dans les applications que vous devez utiliser au quotidien, votre application bancaire, la boîte derrière une licence propriétaire, il y a forcément des technos open source derrière. Alors l'open source, une solution est dite open source lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle est accessible, on peut la consulter, la modifier, l'altérer. Il y a parfois des licences qui sont aussi rattachées aux solutions open source pour dicter les usages qu'on peut en faire, ne pas faire par exemple parfois des solutions concurrentes à la solution qui est partagée. Licence Creative Commons, par exemple. Effectivement. Alors l'open source et le monde des startups ont l'air assez éloignés. Il y a pas mal d'annonces qui semblent le montrer. L'année dernière, il y a eu une des plus grosses IPO, introduction en bourse aux États-Unis, concernant une startup dans la tech qui s'appelle Snowflake. Alors, sans rentrer dans les détails, ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, il y a encore des solutions dites propriétaires d'infrastructures qui émergent, qui fonctionnent parfaitement. Et puis, on parle souvent du non-sage. Moi, le premier ici, des solutions B2B qui sont des solutions propriétaires qui semblent dominer le monde des startups. On parlait la semaine dernière du Founders Programme, puis d'une startup sur deux dans le Founders Programme est en SaaS, en mode SaaS. Et donc, on a l'impression que l'open source est assez relégué. Alors, quand on regarde un peu plus en détail, l'open source est assez constitutif de ces solutions. Pas mal de SaaS vont utiliser de l'open source derrière en termes de techno. Et puis, on voit aussi qu'il y a pas mal finalement d'outils open source qui permettent aux entrepreneurs d'entreprendre beaucoup plus facilement. C'est vrai que c'est des liens qui ne se voient pas forcément. Est-ce que vous avez noté de grands succès dans l'écosystème libre ces dernières années ? Ah oui, alors en plus, effectivement, la dernière décennie est assez productive en matière de solutions open source. Alors, pour sortir des mots un peu barbares, on a pas mal vu des solutions autour de Hadoop, sur le traitement des big data, Kubernetes sur la partie container, microservices, des solutions de base de données relationnelles comme MongoDB. Donc la dernière décennie, finalement, a été assez productive. Et des solutions de cloud, GitHub, ont permis finalement à ces solutions open source d'émerger, de toucher un grand nombre d'entrepreneurs et d'entreprises. Est-ce que la période, justement, elle est favorable à cet entrepreneuriat open source ? Oui, parce que vous allez avoir pas mal d'outils. Nous, ce qu'on voit dans les candidatures, notamment, qu'on a la chance de recevoir, des solutions open source, notamment des CMS, des Content Management Systems, comme WordPress, comme Joomla, comme Drupal, permettent de construire des petites landing pages, des prototypes assez rapides lorsqu'on lance Donc, c'est son des projet. outils, en fait, qui peuvent être très utiles quand on lance son projet. C'est un secteur qui mérite davantage d'être regardé par les entrepreneuses, les entrepreneurs. Les entrepreneurs, les investisseurs, qui Ouais. se penchent de plus en plus derrière, parce qu'il y a des enjeux assez intéressants. Vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle le mot anglais des moats, donc créer un fossé qui va vous séparer de vos concurrents grâce à des communautés open source. Quelques success stories à Station Oui, F. c'est pour ça que je voulais en parler. Effectivement, on a deux belles histoires qui résument ce que peut apporter l'open source pour l'entrepreneuriat. La première, c'est Hugging Face. Hugging Face qui est passé par les programmes Ubisoft et Microsoft. Hugging Face a pas mal changé. Ils ont fait l'actualité il y a quelques semaines pour avoir réalisé l'une des plus grosses levées au mois de mars en France. Qu'est-ce près de qu'ils font 40 millions. exactement, Hugging Alors, Face ? ils ont pas mal pivoté. Lorsqu'ils sont arrivés chez Ubisoft et Microsoft, ils proposaient une AI conversationnelle pour les adolescents, donc autour du traitement du langage naturel. Alors, lorsque vous rentrez dans ce domaine, vous allez
finalement toucher pas mal de tâches. Traiter le langage naturel, c'est extraire de l'information à partir d'un texte, c'est pouvoir aussi détecter les sentiments qui sont véhiculés dans les mots, et aussi pouvoir générer du texte pour créer des réponses. Alors, de fil en aiguille, ils ont élargi leur scope. Aujourd'hui, Hugging Face est une solution open source de traitement du langage naturel. Il s'agit pour eux, donc c'est une startup qui est franco-américaine, entre Paris et New York. Il s'agit pour eux de créer un écosystème autour du traitement du langage naturel. Et là, on voit que l'open source est au cœur du projet. Sans open source, la proposition de valeur n'a pas le même poids. Tout simplement parce qu'aucune entreprise, aussi grosse soit-elle, même les GAFA, ne peuvent à elles seules s'atteler à ce sujet de la compréhension du langage humain. Et donc, lorsqu'on voit ce super projet, pas mal de contributeurs, notamment sur GitHub, près de 200 contributeurs, Microsoft aussi participe, et on voit que l'open source permet cette proposition de valeur. Une différenciation. Donc, deuxième exemple, vous avez dit que vous en aviez plusieurs. Oui, Gatling. Gatling, ils sont alumni récemment, ils sont partis il y a 2 mois, ils faisaient partie du fameux Founders Programme. Alors Gatling est une solution, encore une fois open source, qui permet de faire ce qu'on appelle des tests de charge, des tests de performance. Alors, imaginez, vous passez sur Smartech ou sur Capital, votre application va devoir faire face à une hausse de la demande, une hausse de ses visiteurs. Est-ce qu'elle va pouvoir absorber cette charge? Pour le savoir, vous pouvez faire des tests en amont grâce à la solution de Gatling. Alors, ce qui est différent par rapport à une solution comme Hugging Face, dont le rapport à l'open source, c'est que Gatling, est une startup qui a été créée autour de 2015, basée sur une solution open source qui a été, elle, créée 3 ans auparavant par la même équipe, d'ailleurs, donc en 2012. Et à partir de là, ils ont pu s'appuyer sur une communauté de différents membres. Et l'enjeu, et c'est l'enjeu qui va toucher pas mal de solutions open source aujourd'hui, c'est la monétisation. Une fois que vous avez lancé un produit qui est accessible à tous, comment vous monétisez dessus? Eh oui, ça pose la question du business model, l'open source. Ouais. Effectivement, et donc Gatling, ils ont créé simplement des fonctionnalités supplémentaires qui sont payantes, et donc vous allez avoir une version premium. Et puis aussi, il y a une autre manière de monétiser aujourd'hui, c'est au niveau de la distribution. Lorsque vous distribuez votre solution au niveau du cloud, vous offrez une forme de monétisation à vos clients. Et aujourd'hui, vous conseilleriez aux start-upers qui arrivent à Station F de davantage utiliser l'open source comme un argument commercial? Oui, surtout l'époque aujourd'hui, il est difficile de rencontrer ses clients en vrai ou ses utilisateurs. Et toutes les entreprises, notamment logicielles, sont à la recherche de zones, d'endroits où il peut y avoir une interaction entre leurs produits et des communautés. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec le monde de l'open source. Vous allez avoir cette rencontre entre le public et une solution open source. Et ça vous crée un avantage comparatif loin d'être négligeable. Donc, on est loin de cette époque, vous en avez parlé, hein, les temps ont changé, des débuts de l'informatique. Aujourd'hui, avec la numérisation, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus populaire avec l'open source. Beaucoup plus populaire, moins binaire, où on présente un Microsoft versus un Linux, par exemple. Aujourd'hui, les grands contributeurs du monde open source sont parfois des GAFA. Microsoft en fait partie, Google en fait partie avec le projet Kubernetes notamment, Facebook avec React. Donc, on voit que ces gros acteurs sont aujourd'hui derrière pas mal de projets open source. Et puis l'open source est fondamental parce que derrière ça, vous allez avoir une notion de souveraineté numérique aussi. On oppose souvent les deux modèles russo-chinois avec des écosystèmes assez fermés avec leurs propres GAFA. Le modèle américain avec les GAFA, et peut-être que l'open source, sans doute même, est l'une des voies pour le branding de l'écosystème européen avec un écosystème beaucoup plus collaboratif. J'aime bien cette vision. Merci beaucoup, Marwan Elfites, responsable des programmes Startup à Station F. Alors, c'est l'heure de parler des jeux vidéo et de tout ce qui va arriver. Quelles sont ces innovations qui arrivent dans le jeu vidéo? On en parle avec Michael Pastor, président de Polyptych, à l'origine de Vromber, qui est le premier jeu de course en remote reality pour smartphone. Et vous nous expliquerez évidemment très rapidement de quoi il leur tourne avec le remote reality. Et nous avons en plateau Guillaume Monteux, que tout le monde connaît dans Smartech, président de Gatsby, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising, et également notre chroniqueur hebdomadaire dans Smartech. En visio, c'est Jean-Bernard Grasset que j'ai convié, cofondateur et producteur de jeux vidéo chez Monochrome, un studio de création 3D temps réel, d'expérience immersive, et qui travaille en ce moment même sur un tout nouveau jeu. Alors, on va démarrer ensemble, Michael Pastor, parce que ce remote reality m'interpelle. De quoi il s'agit? Expliquez-nous ce que ça change par rapport à la vraie réalité, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Alors, la remote reality, en fait, c'est la capacité à prendre le contrôle d'un objet à distance et en temps réel. Donc, à travers un flux vidéo et un flux de commandes, où que l'on soit dans le monde, on peut contrôler un objet réel. Par exemple, si on est à Sydney, on peut contrôler une voiture ou un robot qui est basé à San Francisco. Donc, nous, on applique ça... C'est une télécommande. C'est une sorte de télécommande, sauf qu'on utilise, en l'occurrence, pour nous, pour Vromber, le premier jeu de course en remote reality pour smartphone au monde. On utilise donc un smartphone. Et les joueurs du monde entier peuvent piloter des voitures à l'échelle 1/10 qui sont hébergées sur nos circuits et donc s'affronter les uns contre les autres. Voilà.
D'accord, donc il n'y a pas de pilote dans ces voitures. Alors non, puisqu'elles sont à l'échelle 1/10, donc on ne peut pas rentrer dedans. Donc on est sur un mini-circuit Voilà, avec des mini-voitures de course et le pilote est à distance derrière son smartphone. exactement. Et donc on a prouvé lors de nos tests que, où que l'on soit dans le monde, on peut prendre le contrôle de ces voitures qui sont hébergées sur nos circuits, que ce soit en 4G, en 5G ou même en Wi-Fi. Et qu'est-ce que ça change comme type d'expérience? Eh ben, ça change tout, puisque tout est réel. Donc le jeu est régi par les lois de la physique et non pas par un ordinateur préprogrammé. Et donc en fait, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans quelqu'un, il va y avoir voilà, des carambolages, vous pouvez aller dans le mur. Et donc ça, en fait, en termes d'expérience et en termes de réalisme, on ne peut pas aller plus loin, puisque c'est la réalité. Et donc ça, c'est vraiment une expérience qui change tout. Et c'est ce que les joueurs nous ont déclaré vouloir obtenir dans les jeux du futur, c'est toujours plus de réalisme. Alors, on va continuer sur ces innovations qui arrivent avec Jean-Bernard Grasset, je disais, du studio Monochrome. Vous êtes en train de travailler, vous, sur un tout nouveau jeu. Quelle est la principale innovation que vous apportez avec ce jeu, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, hein, si vous pouvez me le rappeler? C'est Tandem Tales of Shadow. Exact, Tandem, oui. Je dirais pas qu'il y a vraiment d'innovation en fait dans le jeu. Nous en fait on a deux activités. Avec un positionnement un peu unique, c'est-à-dire effectivement on produit nos jeux vidéo, mais on travaille aussi pour des marques comme une société de service et ça depuis plusieurs années. Et en fait l'innovation majeure que l'on peut noter dans le secteur du jeu vidéo actuellement, c'est l'intérêt qu'ont les marques avec ce secteur. Enfin, nous, on est convaincus que le jeu vidéo sera le média du 21e siècle et on voit de plus en plus la fusion entre le monde des marques et le monde du jeu vidéo. Et pour nous, c'est la véritable innovation. Après, pour nous, chaque jeu est l'occasion, bien sûr, de tester des nouveaux principes de gameplay. Après, le jeu qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle un jeu casual. Ça veut dire qu'il va aussi bien s'adresser à des experts du jeu vidéo qui vont y trouver leur compte, mais aussi à une population, on va dire, moins aguerris, qui peut être des joueurs occasionnels ou même des gens qui ont joué comme moi quand ils avaient 16 ans et qui maintenant reviennent aux jeux vidéo, quoi. Parce qu'on voit de plus en plus de gens de tout âge jouer aux jeux vidéo. Mais vous parlez d'un puzzle plateforme d'un nouveau genre, c'est-à-dire? Alors en fait, ce qui est très difficile dans le jeu vidéo, c'est de créer ce qu'on appelle un nouveau gameplay. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 100 jeux vidéo qui sortent par jour, tout en sachant que les premiers jeux vidéo sont sortis dans les années 80, donc ça fait des centaines, voire des millions de jeux vidéo qui sont sortis. Et en fait, la grande difficulté, c'est d'avoir un gameplay, c'est-à-dire une proposition d'expérience de jeu novatrice. Donc en fait, nous, ce jeu, en fait, le premier workshop qu'on a fait, c'est de voir est-ce qu'on peut créer un gameplay qui n'a jamais été vu? Alors ça, c'est quasiment impossible. C'est comme dans la création artistique. Enfin, créer quelque chose ex nihilo sans influence, c'est très difficile. En revanche, on a trouvé un gameplay en jouant sur deux personnages et avec un système d'ombre qui ont quand même été très peu utilisé dans l'histoire du jeu vidéo, c'est-à-dire sur les doigts d'une main, quoi, en fait, quoi. Et ça, le but, c'était vraiment de proposer quelque chose d'unique et un petit peu nouveau, quoi, en fait. Ok, alors Guillaume, l'innovation dans le jeu vidéo, c'est pas que des technos ou des nouvelles expériences, c'est aussi des business models qui changent. Le business model et le jeu vidéo est synonyme en fait d'innovation parce que les joueurs sont tellement exigeants aujourd'hui que voilà, il faut innover, il faut apporter quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce que disait monsieur, c'est-à-dire que on peut apporter un gameplay, on peut apporter une direction artistique, on peut apporter de la techno comme c'est le cas sur Vamber, mais il faut intéresser le joueur. Et donc voilà, c'est là tout le débat, si vous voulez, de tous ceux qui veulent participer à cette industrie. Et vous avez raison, il y a des nouveaux business models qui se créent, notamment parce qu'aujourd'hui, le joueur, il est connecté. Donc comme il est connecté, évidemment, on peut lui apporter de la publicité en ligne, et notamment, comme le disait le patron de chez Monochrome, par les marques. Et puis, on peut apporter des nouveaux business models, comme celui de l'abonnement, typiquement, qui est apparu il y a quelques années et qu'on voit avec PlayStation Now ou avec le Xbox Game Pass, par exemple. Et les lancements sur les plateformes de crowdfunding, par exemple, ça, c'est quelque chose qui s'impose, c'est une nouvelle tendance? C'est génial, parce que ça permet à des milliers de jeux, même à des jeux de micro-niches, là. Je pense... Vamber, c'est le cas, hein. Vous allez lancer une campagne de crowd. Oui, tout à fait. On commence notre campagne à partir du 20 avril. Donc, on invite tous les gens qui nous regardent à s'inscrire et à participer, à nous aider s'ils veulent participer à l'aventure Vamber. Parce que l'objectif, c'est, avec le crowdfunding, c'est de développer le jeu avec la communauté et pour la communauté. Et ça, c'est super important. Et on pense que ce qu'on fait avec Vamber, ça va plaire à de nombreux joueurs. Voilà.
Oui, c'est un peu l'intérêt de C'est ces l'intérêt. plateformes de prod, c'est que ça évolue aussi avec les attentes des joueurs. Exactement, et on peut voir apparaître des jeux complètement fous. Je pense à un jeu qui est un jeu qui s'appelle Outbreak, qui a fait l'objet aussi d'un crowdfunding sur Kickstarter. Ils ont levé, je crois, 24 000 $ ou 40 000 $, je ne sais plus exactement combien, mais l'idée, c'est d'être un chasseur de tornades et de tempêtes. Donc, ils ont remodélisé le monde, ils capturent la météo, si vous voulez, en temps réel. Et donc, le joueur va, dans certaines régions, observer et aller au cœur des cyclones et des tempêtes. C'est plutôt rigolo. Et ça, typiquement, sans crowdfunding, je pense que le jeu, il n'aurait jamais vu le jour. Et Jean-Bernard Grasset, quand vous parliez de ces liens entre le jeu vidéo et les marques, vous pensez à quoi précisément? Qu'est-ce que vous voyez arriver? Alors, ce qu'on a vu, c'est, on va dire, 2-3 dernières années, c'est des partenariats. Il y a des marques de luxe qui ont fait des partenariats avec des grandes plateformes gaming comme Fortnite ou Animal Crossing. Et là, c'est généralement, vous savez, dans un jeu vidéo, on a un personnage que l'on habille avec ce qu'on appelle une skin. Il y a eu des partenariats avec Louis Vuitton, par exemple, où le directeur artistique Nicolas Guéquière a créé une skin spécifique, donc un habit virtuel. Et là, on rejoint un peu le truc sur les NFT actuellement. Et ça existe depuis très longtemps dans le vidéo, à créer un habit virtuel pour un personnage de jeu vidéo. Maintenant, ce qu'on voit arriver comme demande, c'est même la création de jeux vidéo. C'est-à-dire que demain, des marques, et demain, quand je dis demain, c'est peut-être cette année ou l'année prochaine, créeront un jeu vidéo. Alors, la question, c'est que va-t-on faire dans ce jeu vidéo? Forcément, on ne va pas tuer des monstres ou des choses comme ça. Et c'est là qu'est le débat intéressant. Et en fait, ça préfigure un plus grand projet qui est le métaverse, c'est-à-dire en fait un nouveau monde virtuel basé sur le gaming, sur le dialogue entre un utilisateur et son contenu, donc très immersif, très photoréaliste, très détaillé et avec de grands pouvoirs, quoi. Donc je pense qu'on va voir à terme l'événement d'un nouveau monde digital basé sur les codes gaming. C'est-à-dire, vous dites que le joueur demain vivra dans son jeu vidéo comme il vit dans la vie physique. Oui, sauf que actuellement on nous le reproche, on nous dit mais on va vivre dans un jeu vidéo. Mais je dis aux gens, les gens vivent déjà dans un monde virtuel. Parce que quand ils passent 7 heures sur leur téléphone portable, ils sont déjà dans un monde virtuel. Sauf que je pense que la proposition gaming sera complètement différente de la proposition digitale actuelle, où globalement les gens écoutent des podcasts pendant 30%, réseaux sociaux 30% et e-commerce. Mais les codes seront différents. Mais demain, effectivement, il y aura des gens qui vivront dans le monde digital actuel via les smartphones, etc. Et des gens qui seront vraiment dans le gaming. D'ailleurs, il y a des jeux comme Fortnite, on parle déjà d'un réseau social. On dit plus c'est un jeu vidéo. En fait, c'est un réseau social, en fait. Oui, c'est un réseau social, mais on n'est pas encore dans Ready Player One. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce mélange entre le réel et le virtuel. Vous pensez qu'on va vraiment se diriger vers ça? On va se diriger vers ça. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le boss d'Epic Games, Tim Sweeney, pour moi, le vrai visionnaire du 21e siècle. Et globalement, lui, il bosse déjà sur le métaverse. Alors, il y a plusieurs plateformes, etc. Bon, pour l'instant, ce que ça donnera, on ne le sait pas. Et puis, bien sûr, il y aura aussi l'évolution de la technologie. On sait qu'on va aller de plus en plus vers du photoréalisme, c'est-à-dire que l'effet de la 3D va se gommer vers une perfection visuelle. Et puis après aussi l'événement de la réalité virtuelle. Pour l'instant, la réalité virtuelle, c'est une niche de spécialistes, mais demain, ça sera un marché B2C quand il y aura vraiment un device, enfin un matériel qui sera à peu près équivalent à l'avènement de l'iPhone. Quand on aura des lunettes qui nous plongeront dans un monde immersif avec la même qualité d'expérience que l'iPhone a apporté il y a à peu près 10 ans, là, on sera prêt à basculer dans un monde virtuel qui, pour moi, sera plus qualitatif que l'actuel. Alors vous êtes d'accord avec ça aussi? Le type de support qu'on va utiliser peut modifier fondamentalement le rapport qu'on aura aux jeux vidéo? On le voit avec l'arrivée effectivement de l'iPhone il y a une dizaine d'années. En fait, ça a tout changé. Le monde du gaming aujourd'hui est à 50% créé par le mobile gaming. Donc ça a pris une place très importante. L'avantage du smartphone par rapport à des lunettes, en revanche, c'est qu'on l'a dans la poche et que c'est pas intrusif. Et donc en fait, c'est toute la question de l'acceptabilité en fait de porter des lunettes en réalité virtuelle qui est ce à quoi va se confronter finalement l'avènement de la réalité augmentée. Parce que, Mais le smartphone, vous ne l'utilisez pas juste comme une application dans le cas de Vromber, ça va plus loin. C'est quoi? C'est une nouvelle manette de pilotage de sa vie virtuelle, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Alors c'est une vie, nous on essaye de ramener du réel justement, donc on a une approche différente de la réalité virtuelle puisque nous, l'objectif c'est de redonner du sens en fait à ce qu'on fait. On pense qu'il y a
peut-être un peu trop de virtuel dans le monde dans lequel on vit, et justement, on veut ramener du sens avec du réel, donc en pilotant des objets réels et qui vont se comporter de manière Même réelle. si tout ça crée une fusion qui peut être un peu confusante entre le réel et le virtuel. Hein. Je ne sais pas si on fait que ramener de la réalité. Dans le gameplay, qu'est-ce que vous voyez arriver, Guillaume ? Oh, il y a énormément de choses qui arrivent. Je voudrais peut-être revenir sur ce qui a été dit à propos de la réalité virtuelle. Moi, je reste quand même persuadé que le gaming aujourd'hui, c'est un moyen de se divertir, c'est un moyen effectivement de s'évader, voire de s'informer. Ça peut être très sérieux aussi Et de communiquer. et de communiquer. Donc il y a énormément de champs d'applicatifs aux jeux vidéo. Est-ce que demain on va vivre dans un monde totalement virtuel ? Franchement, moi, j'espère pas, en tout cas, parce qu'on a 5 sens et les 5 sont tous aussi importants que les uns que les autres. En revanche, effectivement, ce à quoi je crois, c'est à la réalité effectivement augmentée. C'est-à-dire que peut-être avec des lunettes, peut-être avec des lentilles de contact, ce qui est sûr, c'est que notre environnement va être enrichi par des informations au travers d'interfaces qui vont être amenées à évoluer. On parle d'innovation. Alors, cette année au CES, ils ne nous ont pas annoncé grand-chose, mais l'année d'avant, je ne sais pas si Peut-être parce que c'était 100% virtuel, justement. Peut-être, voilà, mais dans la réalité de la vraie vie, dans le CES 2020, il y avait une société qui avait attiré mon attention qui s'appelait NextMind, et ils avaient proposé un espèce de bandeau. C'était une interface qu'ils appelaient cerveau-machine, et ce bandeau captait l'activité du cerveau, vous permettait de piloter les jeux. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'interfaces, j'imagine, qui sont peut-être déjà inventées ou à inventer, qui vont Et pour l'essence, il y a les interfaces haptiques. Hein. Et il y a les interfaces haptiques. Ça fait 25 ans qu'on les attend, mais on ne les a toujours pas vu arriver, mais ça va arriver. Mais il y a C'est-à-dire des cette capacité de toucher, d'avoir cette sensation de retour du toucher. C'est ça, et interface haptique, pardon, et émotionnelle. Il y a aussi des espèces de bracelets qui vous prennent le pouls, qui vous prennent la tension, qui vous prennent tout un tas d'éléments et qui arrivent à traduire ces éléments, on va dire, techniques en émotions et donc à vous faire vivre des expériences particulières dans le jeu vidéo. Bon, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'e-sport. Vous avez un pied dans l'e-sport avec un jeu de course réel. Oui, tout à fait. Nous, l'objectif, c'est qu'effectivement, les meilleurs joueurs se disputent des places pour des événements e-sport et donc s'affrontent pour décrocher le cash prize, quoi. C'est le principe de l'e-sport. Et surtout, ce qu'on pense, c'est que l'e-sport qui marche sur un marché d'audience, en fait, pour se développer, on doit aller capter des audiences plus larges. Aujourd'hui, l'e-sport, c'est beaucoup de la jeune génération, mais la génération un peu plus âgée, dont je fais partie, finalement, regarde pas forcément encore trop l'e-sport parce que c'est des jeux auxquels on n'a pas l'habitude, on n'a pas joué quand on y était plus jeune. Et aujourd'hui, en revanche, d'avoir... on ne voit peut-être pas assez l'exploit sportif. Alors, il y a peut-être ça, mais aussi des jeux qui soient plus accessibles. Et donc, un jeu de course, par définition, c'est universel. Il y a 7 milliards d'habitants sur Terre. On comprend tous ce que c'est qu'un jeu de course et de passer la ligne le premier. Alors là, je ne sais pas si je vous suis, parce que dans l'e-sport, les jeux sont hyper accessibles. Enfin, les jeux de combat, il n'y a pas plus basique. Alors, les jeux de combat, certes. Tout le monde a vu un combat de rue, c'est assez proche de notre univers. Oui, mais les jeux qui cartonnent le plus, type League of Legends, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder. Moi, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Je ne comprends pas forcément ce qui se passe au premier regard. Un jeu de course, c'est intelligible par tout le monde. Voilà. D'accord. Vous avez une réaction, Guillaume, là-dessus, sur l'e-sport ? Sur l'e-sport, on en a déjà parlé. C'est vrai que ça reste quand même, pour l'instant, un marché de niche. Ça reste un marché de niche, mais effectivement, les cash prize sont très importants. Et puis, les cash prize les pool prize, c'est-à-dire là, on peut gagner énormément d'argent dans l'e-sport. Et un joueur peut gagner plusieurs millions de dollars, voire plusieurs dizaines de millions de dollars par an, on en a déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est, pour revenir sur le fond du débat, c'est que la réalité virtuelle... Elle est d'autant plus possible qu'il y a des notions d'argent. C'est-à-dire qu'on peut vraiment tout faire en fait dans le jeu vidéo. On peut gagner de l'argent, on peut passer du temps, on peut rencontrer des gens, on peut vraiment tout faire. Voilà. Même conduire des voitures à distance, des vraies voitures à distance, vous voyez. Ça, c'est une innovation. Exactement. Jean-Bernard, on disait donc vous travaillez sur votre puzzle platformer qui s'appelle Tandem. Ça prend combien de temps encore aujourd'hui là pour produire un nouveau jeu ? Alors ça prend à peu près 2 ans. Après, on a vraiment une chance en France, c'est qu'on a vraiment des aides publiques, que ce soit la région Île-de-France, le CNC. Et en fait, le dossier est un petit peu long à monter, mais globalement, l'État peut financer jusqu'à 50% de la production d'un jeu vidéo, tout en sachant que nous, on est dans le secteur du jeu vidéo indépendant.
Il y a les Ubisoft, etc., qui sont des AAA, des très grandes entreprises. Mais le jeu vidéo est vraiment soutenu. Et en fait, sans ces aides, on ne pourrait pas le faire. Mais en gros, c'est parce que c'est quand même un projet de 2 ans, avec des ressources quand même très pointues, parce que les designers 3D, ce sont des gens qui sont Bac+5, qui ont des bons salaires, donc il faut bien les rémunérer. Donc c'est quand même un investissement quasiment proche du million d'euros quand même. Pardon, je m'étouffe. Je vous pose cette question parce que quand on sent une tendance et qu'il faut attendre 2 ans, voire plus, pour sortir son jeu, ça crée un décalage. Comment est-ce qu'on reste innovant, notamment par exemple dans la narration, pour avoir des histoires qui restent contemporaines ? Alors en fait, je trouve que c'est une des vertus du secteur du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on est sur des temps longs. Moi, ça fait 30 ans que je travaille dans le digital, et dès qu'on a une nouvelle technologie qui apparaît, au bout de 3 semaines, il y a des experts, il y a un nouveau marché. Enfin, Ouais. le jeu vidéo est quand même plus basé sur la temporalité de l'artisanat. Après, au niveau histoire, voilà, nous, l'histoire de notre jeu, c'est une petite fille au 19e siècle, dans l'époque victorienne. Bon, on peut dire que ça n'a pas énormément évolué, on va dire, depuis 150 ans, globalement. Donc en fait, je trouve que le jeu vidéo, après le jeu vidéo innove en permanence et depuis très longtemps. Typiquement, l'intelligence artificielle, ça fait presque des dizaines d'années qu'elle est déjà présente dans le jeu vidéo, alors que dans le digital, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur ces sujets. Et sur plein de thèmes, c'est comme ça. Donc je dirais que le jeu vidéo a quand même beaucoup d'avance en termes d'innovation. Après, voilà, se raccrocher aux thèmes sociétaux actuels, là, c'est plus dur d'être réactif. Mais peut-être qu'on verra arriver des formats beaucoup plus courts en termes de jeux vidéo qui pourront justement réagir aux thèmes de l'actualité d'une manière beaucoup plus proactive, quoi, en fait. Oui, c'est possible. Ça, ce serait vraiment des tout nouveaux formats très innovants. Il y a autre chose, j'y ai pensé quand j'ai regardé un peu votre parcours d'ailleurs, puisque vous avez démarré dans le drone, vous avez travaillé chez Parrot. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui émergent aujourd'hui autour du drone, l'utilisation des drones ? Dans le jeu, on va dire dans l'entertainment en général, effectivement, il y a les courses de drones. Donc moi, d'ailleurs, j'ai organisé chez Parrot la première compétition internationale de drones lors du CES en 2012, ce qui a d'ailleurs créé derrière en partie Vromber. Aujourd'hui, le drone, c'est une plateforme en fait, c'est un outil et l'idée c'est de l'utiliser dans son métier. Donc effectivement, ça peut apporter des images extraordinaires. Voilà, c'est un œil déporté. Il y a de l'intelligence artificielle qui va largement enrichir en fait les capacités des drones dans les mois, dans les années qui viennent. Et on le voit dans l'agriculture, on va être de plus en plus précis. Dans la viticulture également. Nous, dans ma précédente boîte, on faisait des levées topographiques en carrière pour reconstituer les carrières en 3 dimensions et calculer de manière plus précise l'état et surtout sans risque. Et on ne l'utilise pas dans le jeu encore aujourd'hui. Les drones, ce qui est difficile avec un drone, c'est que ça évolue dans les 3 dimensions. D'accord, donc on multiplie de manière exponentielle en fait la difficulté à baliser un circuit en 3 dimensions. La lecture du spectateur sur le circuit est aussi beaucoup plus compliquée. Et puis les drones de course dont on parlait tout à l'heure vont entre 130 et 160 km/h. Pour un objet qui fait cette taille-là, ça va très très vite. Donc c'est difficile à voir pour un spectateur par exemple. Et puis lui, le pilote, il va aussi très très vite. Donc, moi je parlais de l'utilisation pour récupérer des images pour les modélisations 3D par exemple, qui permettraient d'apporter un réalisme extraordinaire. Alors oui, c'est fait on s'en sert pour mapper le monde en fait. On utilise des drones pour faire ce qu'on appelle la technique de la photogrammétrie. Donc on vient faire des photos d'une partie d'un territoire par exemple, et derrière on peut en reconstituer une carte en 3 dimensions et donc se balader à travers cette carte en 3 dimensions. Voilà. Guillaume, un mot de la fin avant la chronique. Le jeu vidéo, effectivement, est très innovant et apporte de l'innovation aussi en dehors même du jeu vidéo. On l'a vu avec Twitch, qui n'existait pas il y a quelques années et qui aujourd'hui est un carrefour d'audience monstrueux. Et puis, il y a la mondialisation, entre guillemets, qui apporte aussi une dimension absolument incroyable aux jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui, vous jouez avec des Chinois, vous jouez avec des Américains, avec des personnes du monde entier. Et ça apporte aussi un piquant innovant, bien sympathique. Et alors, on a reçu dans Smart Tech Emmanuel Freund et son projet PowerZ qui veut révolutionner l'éducation à travers le jeu vidéo. Donc, on a aussi des enjeux sociétaux, je dirais, qui passent par le jeu. Et puis, on a reçu aussi Alexandre Malch, qui parle d'un vrai nouveau style de vie. Hein. Le jeu vidéo n'est plus dédié aux gamers uniquement. Absolument. J'ai même lu ce matin que la région Poitou organisait des sessions de jeux vidéo et de
d'écriture de CV pour les jeunes pour attirer les jeunes un peu en difficulté et leur permettre une réinsertion un peu plus facile. C'est vrai qu'on n'a pas abordé aussi le e-learning. Enfin, l'innovation dans les jeux, on n'a pas fini d'en parler de toute façon dans Smartech. On aura de nouvelles occasions de le faire. Merci beaucoup à mes invités, à Jean-Bernard Grasset qui était avec nous en visio, cofondateur d'Ultra Noir et de Monochrome, gérant et directeur de création. Merci à Michael Pastor, président de Politique. On vous souhaite bonne chance pour votre levée de fonds aussi et crowdfunding fin avril. Et Guillaume Monte, vous restez avec moi puisque c'est l'heure de votre chronique Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech avec Guillaume Monteux qui reste avec moi pour sa chronique Game Business. Alors cette semaine, Guillaume, vous allez nous parler de Tencent et du marché du jeu vidéo en Chine. Oui, parce que j'ai souvent cité Tencent et puis on me pose la question, mais qui est Tencent? C'est vrai que les BATX, ce sont donc les géants chinois. On les connaît moins bien que les GAFA. D'ailleurs, BATX, je vais les rappeler, c'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Oui, Tencent n'est pas très connu en fait en France. Mais c'est une société chinoise créée en 98, donc il y a un peu plus de 20 ans, spécialisée dans les services en tout genre et dans la publicité. Elle a été créée par une personne qui s'appelle Ma Huateng, que tout le monde appelle Pony Ma, et qui dirige toujours l'entreprise. Alors pour faire simple, Tencent, c'est le plus gros éditeur de jeux vidéo du monde. 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans le jeu vidéo, à une marge indécente de plus de 20%. Donc une capitalisation boursière qui est astronomique, 700 milliards de dollars de capitalisation boursière, une des 10 plus gros capitalisations boursières du monde. Et à titre de comparaison, notre champion Ubisoft fait 8 milliards de dollars de capitalisation boursière versus les 700 de Tencent. Et donc, ils ont un trésor de guerre qui est monstrueux. Ils ont la capacité de racheter Ubisoft, de racheter Electronic Arts, de racheter Activision et même Sony. Et s'ils décidaient de racheter ces 4 sociétés, il leur resterait assez d'argent pour racheter Tesla. Donc vous voyez un petit peu la dimension du groupe. Ah oui, c'est effectivement démesuré. Qu'est-ce qu'on sait de ce patron de Tencent, Pony Ma? Écoutez, déjà, c'est un homme qui est brillantissime. Il est jeune, il n'a pas encore 50 ans, 18e fortune mondiale. Alors évidemment, il est très proche du Parti communiste chinois, puisqu'il fait partie du comité de protection des valeurs socialistes chinoises. Ça peut être source de critique, ça peut être source de crainte. Mais en vrai, Tencent et son dirigeant sont des personnes qui sont extrêmement brillants, avec un plan global. Et puis, ils investissent énormément d'argent. Rien que l'année dernière, ils investissent 12 milliards de dollars dans le monde entier en prenant des participations dans diverses sociétés. Ils en ont pris chez Ubisoft, ils en ont pris chez Vodou, ils en ont pris chez Dontnod, ils achètent des studios de jeux, ils ont pris des participations dans Platinum Games, chez Bohemia. Bref, ils investissent partout. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles, parce que pour des sociétés typiquement comme Ubisoft ou comme Vodou, parce que ça leur permet d'avoir un partenaire chinois pour leur ouvrir le marché de la Chine. Et d'être accompagné par le numéro 1 mondial, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et pourtant, je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir citer un seul hit de Tencent. En fait, vous allez voir. Alors, le jeu le plus connu de Tencent, c'est un jeu qui s'appelle Honor of Kings. C'est un jeu en multijoueur qui ressemble d'ailleurs énormément à League of Legends. 100 millions de joueurs actifs par jour et 2,5 milliards de dollars de gains pour Tencent, ne serait-ce que l'année dernière. Donc un jeu qui est immensissime. Mais il n'y a pas que ça. Tencent, ils ont racheté Riot Games. Donc League of Legends, aujourd'hui, c'est eux. Ils ont racheté Supercell. Donc Clash of Clans, c'est eux. Boom Beach, c'est eux. Ils sont actionnaires à 40% de Epic Games. Donc Fortnite, quelque part, c'est eux. Rocket League aussi, d'ailleurs, puisqu'ils ont aussi racheté Rocket League. Epic a racheté aussi le Rocket League. Donc ce que je vais dire est faux. Mais quelque part, tous les grands hits d'aujourd'hui sont directement ou indirectement signés Tencent. Donc vous voyez, c'est dans le jeu vidéo, voilà. Bon, c'est le premier éditeur, encore une fois, du monde. Et hors jeu vidéo, Tencent, c'est WeChat, le service de messagerie instantanée chinois. Et puis c'est QQ.com, qui est le portail au travers duquel plus d'1 milliard de Chinois va sur Internet.
Alors, évidemment, moi, je suis vos chroniques avec attention, Guillaume. Donc, quand vous parlez de tous ces milliards, on est dans un truc qui équivaut les gros succès du box-office du cinéma, comme Avatar, par exemple. C'est ça. Un jeu fait autant que le plus gros succès du box-office. C'est montrer aussi la différence entre les jeux vidéo et les autres industries culturelles. Le jeu vidéo vraiment écrase toutes les autres industries en termes de chiffres. Alors, voilà. Maintenant qu'on connaît bien Tencent, on va peut-être élargir au secteur du jeu en Chine. Vous avez des chiffres que représente ce marché aujourd'hui ? Le marché chinois du jeu vidéo, c'est tout simplement le plus gros marché du monde. 40 milliards de dollars sur les 180 au total. Et Tencent, d'ailleurs, il règne en maître absolu, puisqu'on attribue à Tencent plus de 50% du chiffre d'affaires du jeu vidéo fait en Chine en 2019. On peut dire qu'il est seul sur son marché, quoi. Quand vous avez 50% de part de marché, oui, vous êtes un peu seul. Mais ils ont quand même quelques concurrents, à commencer par une société qui s'appelle NetEase, une société aussi chinoise, dont la valorisation boursière fait quand même 38 millions de dollars, 38 milliards de dollars. Et là aussi, une grosse capacité d'investissement, puisqu'ils sont aussi en France, dans le prestigieux studio de développement qui s'appelle Quantic Dream. Donc, ils ont un premier concurrent, NetEase. Ils en ont d'autres qui viennent, parce qu'évidemment, encore une fois, sur un marché aussi juteux que celui de la Chine, il y a des appétits plutôt chinois. Et donc, on va retrouver un deuxième concurrent à Tencent qui s'appelle ByteDance, que vous connaissez bien, puisque c'est l'éditeur de TikTok, qui vient de racheter un studio de jeu qui s'appelle Moontoon, qui est l'éditeur du jeu Mobile Legends Bang Bang. Là aussi, je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Et c'est pourtant un jeu qui a fait plus de 280 millions de téléchargements dans le monde. Alors, on a une minute, c'est simplement pour parler quand même de ce qui est incontournable. Quand on parle d'un marché chinois, c'est aussi ce contrôle politique. J'imagine que le jeu n'y échappe pas plus que d'autres activités numériques. Oui, avec la pandémie, le Parti communiste chinois a typiquement interdit aux joueurs chinois de jouer avec leurs camarades qui ne seraient pas en Chine. Et puis, il y a un règlement strict aussi du Parti communiste chinois qui interdit les jeux avec des zombies, qui interdit les jeux avec des éditions de cartes géographiques et même l'organisation d'unions dans les jeux. Donc c'est très contrôlé, ça a des conséquences, à commencer par le fait que, typiquement, Animal Crossing est interdit en Chine. Pourquoi ? Parce qu'Animal Crossing peut potentiellement véhiculer des messages politiques. Voilà, un peu particulier. Pokémon Go est interdit en Chine, ou a été très fortement interdit en Chine. Pourquoi ? Parce que Pokémon Go, c'est éventuellement une menace potentielle, si vous voulez, pour les données géographiques de la Chine. Donc, il y a quand même une industrie du jeu qui s'adapte à ces règles. Oui, parce que le gouvernement impose aux sociétés de jeux de contrôler tout ça et d'intégrer des paramètres au sein même des jeux pour mettre en œuvre leurs directives. Et pourquoi ils font ça ? Officiellement, pour combattre l'addiction des jeunes au jeu, et puis aussi pour combattre le taux élevé de myopie, je cite, qui sont causés essentiellement par des heures passées devant les jeux vidéo. Et si l'industrie du jeu s'adapte, c'est essentiellement pour les milliards dont vous nous avez parlé, j'imagine. Merci Guillaume Monteux, président de Gazmi, pour cette chronique et avoir participé au talk précédent sur l'innovation dans le gaming. À suivre, on continue avec l'innovation. Celle-ci pourrait avoir un impact positif considérable dans le domaine de la prévention des accidents cardiaques. Demain, cette médecine prédictive promet évidemment des avancées et des résultats majeurs pour la santé publique, notamment grâce à des technologies comme celle que vous allez nous présenter aujourd'hui, Cécilia Sévry. Oui, Delphine, on va parler du cœur aujourd'hui avec une start-up française qui est partie d'un constat assez simple, assez troublant. 1 décès sur 3 aujourd'hui dans le monde est causé par un accident, par une maladie cardiovasculaire aujourd'hui. D'ailleurs, en France, ici, c'est même la première cause de mortalité chez les femmes, un chiffre qui a augmenté ces dernières années, alors que celui des hommes a eu tendance à diminuer. Mais ça, c'est un autre sujet qu'il faudrait traiter. Quoi qu'il en soit, 50% des gens qui meurent aujourd'hui d'un accident cardiovasculaire ne présentaient pas de symptômes. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est très compliqué de prédire ce genre de maladie. Alors, un docteur et chercheur français a décidé, lui, de créer sa start-up
qui s'appelle Sensoria Analytic et qui va offrir aux médecins un véritable outil d'analyse prédictive, parce qu'aujourd'hui, pour faire un dépistage, il faut aller à la maison du cœur, c'est très long, il y a plusieurs rendez-vous. Ici, avec cet outil, on peut avoir un bilan complet des 7 points vitaux en seulement quelques minutes. Comment se présente l'outil? Alors en fait, la start-up a choisi d'utiliser un objet que vous connaissez tous, c'est l'oxymètre. Vous savez, c'est cet objet qu'on va brancher sur le doigt. En fait, cette solution, elle mesure 2 choses. D'abord, la saturation en oxygène moyenne et le rythme cardiaque moyen. Mais ces informations, c'est beaucoup trop peu pour une médecine prédictive. Donc la solution a été d'apporter une nouvelle lecture à cet objet, l'oxymètre, grâce à l'intelligence artificielle. Et le secret, c'est d'utiliser la donnée brute de l'oxymètre, une donnée qui n'est pas exploitée et qui pourtant regorge d'informations qui nous intéressent ici. Pour comprendre toutes ces informations brutes, il fallait créer les algorithmes adaptés, et c'est chose faite par la société française. Et comment a-t-elle accès justement à l'information brute de l'oxymètre? Oui, en fait, elle est allée chez les fabricants. Elle est allée voir les fabricants des oxymètres les plus utilisés aujourd'hui sur le marché. 2 ont accepté de livrer l'information brute. Et donc, avec ces infos, on peut lire non pas seulement la moyenne de saturation en oxygène et le rythme cardiaque, comme je l'ai dit, mais les variations en temps réel. Et ça va tout changer, parce que ces données en temps réel, elles vont permettre, correctement lues par l'intelligence artificielle, de lire les 7 points vitaux. Des indicateurs indispensables aujourd'hui pour prédire les maladies cardiovasculaires. Alors par exemple, à partir du rythme cardiaque instantané, on va traduire le mode respiratoire de la personne, une variation de respiration qui peut indiquer une tension artérielle. De cette solution, on obtient aussi le rythme respiratoire, signe vital, mais pas assez utilisé, difficile à mesurer. On aura aussi l'onde de pouls mesurée, la circulation sanguine, la rigidité artérielle. Tout ça, ce sont des informations scientifiques qu'on a assez peu l'habitude d'identifier, mais surtout en comparant toutes ces informations, le plus important, c'est que on peut identifier les irrégularités cardiaques, chose encore plus rare à identifier, et qui vont permettre d'alerter son médecin, tout ça en 2 minutes seulement. Et c'est l'application qui pose un diagnostic? Non, c'est pas l'application, c'est le médecin qui aura en main tous ces résultats. On l'a vu à l'image, toutes les données sont retranscrites en graphique, en couleur, histoire de rendre l'information digeste, et donc le médecin, sur la base de toutes ces données, va pouvoir alerter son patient et demander des informations supplémentaires. Donc c'est un dispositif qui se destine aux médecins généralistes. Exactement. À terme, pour l'instant, la première cible de cette société, ce sont les télécabines de médecine, très intéressées. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.